France Culture, les matins d'été, Quentin l'a fait. La cathédrale de la Transfiguration d'Odessa, joyau architectural, elle appartient à l'église orthodoxe ukrainienne qui a été accusée de lien avec la Russie. Mais le week-end dernier, alors que les forces de l'armée russe bombardaient de nouveau la ville portuaire mythique, Odessa, qui se déplie sur le littoral de la mer Noire, cette cathédrale a été partiellement détruite. Alors ce matin, hommage à Odessa, à ses habitants et à ses morts bien sûr, à son patrimoine culturel aussi détruit, abîmé, menacé. Le patrimoine, autre victime de la guerre. Pour en discuter ce matin, je reçois deux invités. Boris Cesarny, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes spécialiste du monde juif russe et d'Europe centrale à l'université de Caen et à l'Institut universitaire de France. Et avec nous en studio, Sophie Bénèche, bonjour. Bonjour. Vous êtes traductrice du russe vers le français, du français vers le russe, des œuvres complètes d'Isaac Babel. Vous êtes également éditrice. Merci beaucoup à tous les deux d'être dans les matins d'été ce matin. Où il faut aller pour retrouver Odessa? Bon, d'abord il faut aller à Odessa. Premièrement, il faut rester dans cette ville. Il faut connaître des gens, il faut pouvoir se balader, discuter, bavarder. Et c'est comme ça qu'on peut ressentir quand même l'ambiance assez particulière. Il faut avoir du temps. Они радовались и были спокойны, даже несмотря на теперешние события в стране, чтобы они как-то отвлеклись. It's a magic place in Odessa. C'est un lieu magique, Odessa. Even in this hard time for our country. Et en tout cas, c'était une ville donc, où il y avait une colonie juive très importante. C'était une ville marchande, c'était un port, c'était une ville où il y avait des Grecs en grand nombre, il y avait des Italiens. La Turquie était toute proche. C'était une ville où même les souvenirs, comme chacun sait, des souvenirs français étaient assez nombreux à travers le duc de Richelieu, qui était un des fondateurs de la ville, etc. Enfin bref, donc c'était une ville complètement cosmopolite, donc une de ces villes éminemment littéraires, comme je sais pas, comme l'était aussi Alexandrie ou comme Trieste, etc. Bon. C'est un moment dans je sais plus quel texte, Babel dit c'est notre Marseille à nous. On a l'impression qu'il y a plus de monuments que d'habitants. Hein. Elle est habitée par les monuments, Odessa. Et quand les monuments commencent à envahir, c'est comme si on voulait mumifier les êtres humains, on voulait les garder comme ça dans notre présent. Si les monuments écrasent un peu, ils pèsent sur le présent, et le présent qui essaie de dialoguer avec le passé, mais bon là, c'est difficile tout ça. Un montage de Félicie Faugère, entrée en la matière sur cette discussion sur Odessa et son patrimoine. Et on entendait une citation d'Isaac Babel, c'est Odessa, notre Marseille à nous. Qu'est-ce que voulait dire Babel, Sophie Bénèche, lorsqu'il évoquait Marseille et lorsqu'il la comparait à Odessa? Je pense qu'il comparait deux villes qui se ressemblent parce que c'est deux ports très cosmopolites, très vivants, avec des villes méditerranéennes, avec une sorte de gouaille de sens de l'humour, et qui comparait Marseille, plutôt Odessa à Marseille. Il l'a fait, je pense, dans une lettre quand il est allé en France et qu'il s'est retrouvé à Marseille. Il a dit Marseille, c'est exactement ce que serait Odessa s'il n'y avait pas eu la Révolution. Boris Cesarny, qu'est-ce que représente Odessa pour les Ukrainiens? On a évidemment du point de vue de la France, du point de vue de l'Europe occidentale, cette vision très livresque d'Odessa, souvent cinématographique également. Mais qu'est-ce que cette ville représente pour les Ukrainiens même? Pour les Ukrainiens comme pour l'ensemble de la population d'Odessa, Odessa est une ville assez exceptionnelle, assez unique. Elle est distincte de Kiev, elle est distincte de Lvov. Elle représente le cosmopolitisme. Mais je dirais qu'à la différence de Marseille, qui a été fondée par des habitants qui sont venus, des personnes qui sont venues, Odessa a été fondée sur une décision politique, ce qui la distingue toutefois de son alter ego. Mais Odessa, c'est véritablement... Pour les Ukrainiens jouent un rôle d'ouvriers essentiellement sur le port. Hein.
Donc Odessa, c'était une ville multiculturelle et où se rencontraient différentes populations, une ville d'une intensité culturelle, économique particulière. Odessa fondée sur une décision politique, Boris Césarny, il faut rappeler laquelle, et il faut rappeler le lien fort noué entre la France et Odessa également. Oui, alors la décision politique, elle se produit sous Catherine II. Elle relève d'un expansionnisme qui est à la fois, se produit à la fois à l'ouest, avec le partage de la Pologne et l'incorporation de grands territoires dans l'Empire russe, et de velléités colonialistes et d'extension du territoire russe au sud et donc à Odessa. Ensuite, le lien avec la France, c'est bien les premiers gouverneurs, le premier gouverneur, le duc de Richelieu, qui est le neveu du duc de Richelieu, Du cardinal. français, voilà, cardinal de Richelieu, excusez-moi, va gouverner la ville et va imprimer dès le début un climat de liberté, en tout cas un climat plus libre que dans le reste, que dans le reste des villes et que dans le reste de l'Empire russe. Et avant bien sûr d'en venir au patrimoine même de la ville d'Odessa, il faut comprendre à quel point cette ville est singulière dans la géographie du littoral de la mer Noire, Boris Césarny. Qu'est-ce qui fait de cette ville une ville particulièrement multiculturelle, multiconfessionnelle? Alors d'abord, Odessa, si on la regarde sur une carte, c'est à l'extrémité de la plaine ukrainienne, hein. Mhm. Précisément, pour la valeur symbolique, on aurait le mélange ou l'association du jaune des blés de la plaine et du bleu de la mer, hein, qui rappelle le drapeau ukrainien. Et puis ce qui fait sa multiculturalité et son caractère cosmopolite, c'est l'arrivée de colons allemands pour cultiver la terre, c'est l'arrivée de Juifs de Galicie attirés pour les plus grandes opportunités économiques et aussi de liberté de culte. Ce sont des Bulgares, ce sont des Grecs, des Albanais, ce sont des paysans russes à la recherche de liberté et cherchant à échapper au travail de paysans et trouvant refuge à Odessa. Donc c'est une ville qui est grosse de liberté, qui est grosse de promesses. Voilà. Un mot tout de même, Boris Césarny, sur la communauté juive d'Odessa, communauté importante, communauté symbole de cette ville. Oui, tout à fait. Odessa est la troisième et puis la première ville juive en Europe avant la Shoah, hein, avant même Varsovie. Donc c'est une communauté très importante, mais qu'il serait erroné de considérer comme une communauté unique, harmonieuse et uniforme, hein. On trouve là-bas tous les penseurs de la communauté juive sont passés, ont fait des séjours, les écrivains, mais avec leur spécificité politique et culturelle. On a le père du territorialisme Dubnov, on a des sionistes, on a également les bundistes qui sont des révolutionnaires. Donc, et on a donc Odessa la patrie du nationalisme juif, du sionisme qui prend forme à Odessa. Donc c'est une communauté juive particulièrement variée, mais attirée par précisément les opportunités d'expression libre. C'est à Odessa que naît la presse juive en yiddish, en hébreu et en russe. On dit même qu'à Odessa, on y parle une langue spécifique, une langue singulière. Est-ce que c'est vrai? Ah, tout à fait. Au moins jusqu'à la Shoah, on parlait ce qu'on appelait une langue vinaigrette, le sourgique, qui était utilisé en particulier dans le grand marché d'Odessa, le Privoz, le sourgique, un mélange d'ukrainien, de russe, du yiddish et d'autres langues comme l'albanais, qui faisait toute sa richesse et la pétulance de ce marché, alimenté, je dirais, par les cultures proches de la ville. Alors il faut traverser la ligne de front avec vous, Sophie Bénèche. Qu'est-ce qu'Odessa représente cette fois-ci du point de vue russe? Du point de vue russe. Alors, pour ce qui est de la littérature, Odessa a une place particulière, surtout dans la littérature du début du XXe siècle, des années 20. On a même parlé d'une école littéraire d'Odessa, parce que beaucoup d'écrivains sont passés par Odessa depuis Pouchkine a écrit sur Odessa. Beaucoup d'écrivains russes ont écrit sur Odessa. Gogol, puis ensuite donc Babel, particulièrement Babel, qui
d'après Ehrenburg, était l'écrivain le plus célèbre qui a qui a participé à la création du mythe d'Odessa. Ce mythe d'Odessa, comment est-ce qu'on peut le définir aujourd'hui? Qu'est-ce qui entoure, qu'est-ce qui a créé, véhiculé, renforcé ce mythe qui entoure Odessa aujourd'hui? Bon, d'abord, ne serait-ce que d'un point de vue culturel, pour les Russes, même à l'époque soviétique, Odessa représente un peu, je dirais, moi je pense souvent à la Nouvelle-Orléans pour les Américains, pardon. C'est-à-dire une ville où il y a une liberté et même une sorte de libertinage, où il y a une joie de vivre, une tolérance, un sens de l'humour, une ironie. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'incarne particulièrement dans les chansons. Tout Russe connaît des chansons d'Odessa qui ont un langage particulier, une forme. Un peu des chansons très populaires. Donc déjà, du point de vue, pour tout Russe, je pense Odessa représente quelque chose de particulier, quoi. Eh bien, on va vous faire entendre l'une de ces chansons qui animent et traversent la ville d'Odessa. Жарко в столице, зной струится, солнце жжет и печет, душно в трамвае изнывает пешеход. Станции водные в эти месяцы грезятся нам по ночам. Зной разливается, разгорается, граждане жарятся, парятся, маются, но не теряются, лишь улыбаются. Un duo de Léonide Outiossov, né en 1895 à Odessa, avec sa fille Edith. Boris Césarny, on l'a dit en introduction de cette émission, le week-end dernier, c'est la cathédrale de la Transfiguration d'Odessa qui a été bombardée par l'armée russe. Est-ce que vous pourriez peut-être nous décrire cette cathédrale, ce qu'elle était, ce qu'elle est devenue, et le symbole aussi qu'elle représente bien au-delà de la ville d'Odessa? Alors, pour parler franchement, j'aurais du mal à vous parler spécifiquement de cette cathédrale, mais pour parler de l'architecture d'Odessa, c'est une architecture où chaque peuple a inscrit sa présence. Vous parliez de Marseille, on a eu les tuiles de Marseille qui ont couvert les toits des premières maisons d'Odessa, qui avaient un style italien, méditerranéen, des maisons grecques. On a également des maisons qui ensuite, avec la richesse qui est venue avec la vente du grain, qui ont pris des formes néoclassiques, puis ensuite néo-baroque, art nouveau. Et c'est ce mélange, et puis également la synagogue Brodsky avec son aspect vénitien pratiquement, je dirais, rappelle le palais des Doges. Donc c'est ce mélange-là qui fait la richesse de l'architecture d'Odessa et dans laquelle s'insérait cette cathédrale qui a été détruite. Cathédrale de la Transfiguration. De la Transfiguration, oui. Alors, je vous l'avoue, moins connaisseur des cathédrales que des synagogues. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que pour les Russes, et Sophie Bénèche l'a tout à fait dit, il y a une pétulance de la littérature russe, mais je crois qu'un des aspects de la littérature d'Odessa, c'est de faire rentrer le soleil dans la littérature russe, le soleil et le sexe aussi, avec Babel. Et c'est le premier niveau, au niveau littéraire. Et au niveau politique, c'est le rêve d'installer une nouvelle Russie dont se prévaut actuellement Poutine, en reprenant un terme qui a été utilisé au tout début du 19e siècle. Sophie Bénèche, voilà. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Au fond, la force d'Odessa, c'est de faire entrer le soleil dans la littérature russe, le sexe également? Oui, tout à fait. D'ailleurs, Babel a écrit lui-même un texte où il dit que ce n'est qu'à Odessa que pourrait naître un Maupassant russe, c'est-à-dire quelqu'un qui va introduire le soleil dans la littérature russe, qui est connue justement pour sa tristesse, enfin pour sa pesanteur, sa tristesse, ses grandes plaines plates et grises. Et justement, Odessa fait rentrer, mais pas seulement dans la littérature russe, lui aussi, on trouve dans Babel des pages sur la différence entre les Juifs d'Odessa et les Juifs qui se trouvent en Galicie, plus les Juifs qui sont plus, ashkénazes, qui sont vus du côté de la Pologne et plus haut. Où il dit que c'est vraiment deux sortes de Juifs complètement différents
et qui n'ont pas du tout la même manière de prendre la vie. Et que tous les Juifs, d'ailleurs, qui arrivent de Pologne et qui viennent s'installer à Odessa, petit à petit, se transforment en Juifs plus gais, plus riants, plus drôles, plus truculents. Nous sommes même mutuellement proposé, Sophie Bénèche, que vous donniez une lecture d'un extrait d'Isaac Babel. Vous avez apporté malheureusement très petit, parce qu'on m'a dit que je ne pouvais pas en lire beaucoup, là, donc j'en ai pas beaucoup, mais j'ai un petit... Nous vous laissons la parole. Alors en fait, Isaac Babel a écrit, il est surtout connu pour... ces grands textes s'appellent les récits d'Odessa. Et je reviens à tout à l'heure, vous avez passé un extrait de chansons interprétées par Otiosov, qui a lui-même pendant des années donné des récitals à travers la Russie où il chantait des chansons d'Odessa et où il lisait, surtout il lisait les récits d'Odessa de Babel. Babel a écrit également des essais sur Odessa dans des journaux. Et à un moment, il parle d'Odessa, il décrit la vie à Odessa, enfin il décrit tout ce qu'il existe à Odessa. Et je vous lis juste un tout petit extrait. À Odessa, il y a des soirs de printemps, voluptueux et langoureux, des senteurs épicées d'acacia, et une lune emplie d'une lumière égale et irrésistible au-dessus d'une mer obscure. À Odessa, il y a un port, et dans ce port, il y a des bateaux à vapeur qui viennent de Newcastle, de Cardiff, de Marseille et de Port Saïd, des nègres, des Anglais, des Français et des Américains. Odessa a connu une époque florissante, elle connaît une époque d'étiolement, un étiolement poétique un peu insouciant et très désemparé. Finalement, dira le lecteur, Odessa est une ville comme les autres, vous êtes tout simplement d'une partialité excessive. Oui, c'est vrai. En effet, je suis partial, et peut-être délibérément, mais parole d'honneur. Cette ville a quelque chose. Et ce quelque chose, un homme authentique le perçoit. Il dira que oui, la vie est triste, la vie est monotone, tout cela est juste. Mais elle est quand même, et malgré tout, follement, follement intéressante. Quelle est l'Odessa qu'Isaac Babel décrit? Est-ce que vous pouvez peut-être resituer ce passage, cet extrait qui donne envie de rencontrer Odessa? Alors, cet extrait a été écrit après la Révolution, puisqu'il dit qu'Odessa connaît une période d'étiolement, c'est-à-dire qu'effectivement, avec la Révolution, la guerre civile, la vie commerciale d'Odessa, en tout cas, et la vie intellectuelle aussi, a connu un déclin. Mais en fait, Babel parle de l'Odessa du début du XXe siècle, la fin du XIXe, du début du XXe siècle, celle dans laquelle il a grandi, puisqu'il est né à Odessa, et ensuite il a grandi, il est revenu à l'âge de 10 ans, et il a passé toute son enfance et son adolescence, ses études à Odessa. Il a écrit d'ailleurs des récits dans son recueil d'histoire de mon pigeonnier, où il parle de son enfance à Odessa, où il raconte comment il va sur le port se baigner avec les galopins d'Odessa, comment il revend des billets de théâtre dans les rues. Et surtout, il est surtout connu pour son recueil Les récits d'Odessa. Parfois appelé les contes d'Odessa. Il disait, Isaac Babel, je suis un écrivain russe. Si je ne vivais pas dans le peuple russe, je cesserais d'être un écrivain. Je serais comme un poisson hors de l'eau. Fin de citation. Est-ce qu'au fond, il y a un paradoxe aujourd'hui à rendre hommage à Odessa en citant Isaac Babel, ou au fond même, vous pensez que ça dépasse largement ce cadre et ce contexte? Je pense que ça dépasse ce cadre, parce que, regardez, Isaac Babel était un écrivain juif, il parlait yiddish, il n'a jamais renié ses origines juives, au contraire, mais il écrivait en russe, et le russe était sa langue, la langue dans laquelle il créait, et la langue et en plus, dans les récits d'Odessa, il a extrêmement bien rendu cette langue particulière d'Odessa, parce qu'on parlait tout à l'heure du langage particulier. Et Boris Cyrulnik disait que oui, c'est un mélange d'ukrainien, de russe, d'ukrainien, enfin mélange. Disons, c'est un russe matiné d'ukrainien, de yiddish, avec des mots français, des tournures très particulières. La langue d'Odessa est réputée en Russie pour être extrêmement pittoresque, extrêmement savoureuse, et avec un côté très drôle aussi, qui est très difficile à rendre en traduction, je dirais, parce que il joue sur un accent, une intonation. Il y a une intonation un peu yiddish. Il y a aussi une façon d'introduire des mots étrangers, yiddish, ukrainien. Et puis,
des erreurs, il fait des fautes. Il se trompe des manières, il met le mauvais préfixe, il conjugue mal les verbes, ce qui donne quelque chose d'extrêmement drôle en russe. Merci beaucoup à tous les deux, Boris Cesarni, Sophie Bénèche. On va poursuivre cette discussion à 8h20. On va s'interroger sur le patrimoine en temps de guerre à Odessa et au-delà. Merci d'être à l'écoute de France Culture, il est 7h58.